Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak. Aujourd'hui nous parlons du SmackDown, l'épisode du 16 juin 2023. Il fait chaud, mais SmackDown est toujours aussi sympathique et reste le show le plus consistant des 3 shows que je me tape chaque semaine. J'espère que Collision pourra donner un petit peu de rivalité, de compétition à SmackDown. Le show de SmackDown s'ouvre avec un tag team turmoil. On a 5 ou 6 équipes, je crois, qui s'affrontent les unes après les autres. Et la dernière équipe qui est toujours debout obtiendra une opportunité pour un championnat par équipe contre Sami Zayn et Kevin Owens dans 2 semaines à Londres. Dans ces équipes, l'équipe qui va ouvrir le show, c'est Sheamus et Ridge Holland. Ridge le frigo, ils ont pas arrêté de l'appeler comme ça, Ridge the Fridge. C'est maintenant son nom officiel, Ridge le frigo et Sheamus contre les Street Profits. 2 équipes très prometteuses. L'histoire, pour faire assez simple, de ce tag team turmoil, c'était un match tout à fait sympathique, tout à fait génial. 2 équipes ont vraiment été mises en avant, celle de Sheamus et Ridge le frigo, qui ont vaincu toutes les équipes pour arriver jusqu'à la finale. Donc ils ont battu les Street Profits, ils ont battu DOC, ils ont battu LWO, ils ont battu Itro en 2 secondes. C'était vraiment extrêmement drôle. Vraiment les... Oh là là, comment il s'appelle déjà? Top Dollar. Top Dollar, putain, mais quel... Oh le jobber. Ça y est, il ne se fait plus respecter au sein de la compagnie, mais c'est jubilatoire. Moi ça me va très bien parce que ce mec il aurait rien apporté au business, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais Sheamus et Ridge de Frigo étalent toutes ces équipes en étant assez malines et en exécutant le Brock Kick suivi du finisher de Ridge Holland à chaque fois de manière assez surprenante. Bref, la finale oppose Sheamus et Ridge Holland assez épuisés face à Pretty Deadly. Alors Pretty Deadly, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est une équipe qui est assez récente, qui a un peu de mèche avec Austin Theory, clairement une équipe de heel. Quand ils sont apparus pour la première fois, mon impression c'était oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces gars en collant avec leur juste corps dégueulasse, avec leur haut où on voit leurs tétons, mais pas. Enfin, c'est. Avec leur entrée, la musique de merde, l'entrée vraiment, vraiment catastrophique. Bref, un gimmick un poil trop exagéré, où ils en font des caisses. Alors oui, ils sont plutôt détestés, et je trouve qu'ils font un bon travail en tant que heel. Leur moveset, leur réaction, leur promo, ils sont détestables. Je trouve juste que le gimmick est poussé un peu trop loin, et que ça enlève de la cohérence au produit. Et je les considère pas comme des bons méchants à l'heure actuelle. J'ai besoin en fait qu'ils soient moins exagérés, que ça fasse moins un gimmick. Là c'est trop, c'est too much. Pour vous donner un titre d'exemple, il devrait plus ressembler à un Dolph Ziggler dans les années 2008, 2009, 2010. Vous voyez ce Dolph Ziggler un peu qui était revenu un peu arrogant, en mode je suis le plus beau, etc., etc., qui se la pète. Pareil, hein, il avait le petit caleçon rose, le petit collant, etc., etc. Mais c'était pas too much, c'était juste ce qu'il fallait. Je pense que s'ils s'orientent là, qui réduisent un peu le cringe, qui réduisent l'exagération de leur gimmick, on peut avoir un résultat sympathique. En l'occurrence, ils ont du potentiel, c'est une bonne équipe de heel, mais je m'investirai jamais en eux tant qu'ils auront ce gimmick et qu'ils en feront des caisses avec tout le package. Un peu trop pour moi. Mais bon, ils sont prometteurs, Triple H le voit, et du coup, Pretty Deadly va battre Sheamus et Ridge le frigo lors de la finale avec un move de heel. Et donc, c'est eux qui affronteront Sami Zayn et Kevin Owens à Londres. Un match qui va être sympa, évidemment, Sami et Kevin vont conserver. Mais ça peut être sympa, ça peut les mettre un peu sur le devant de la scène et profiter de ce match pour ensuite rééquilibrer le niveau. Sheamus et Ridge Holland ont vraiment brillé pendant ce match. Ils ont battu toute la compétition. Par contre, ZOC, Street Profits, LWO et Itro ont pris un sacré coup quand même, on va pas se mentir. Surtout ZOC et Street Profits qui sont quand même des équipes assez établies et qui se sont fait vraiment pulvériser par Sheamus et Ridge le frigo. Cependant, un bon opener sympathique qui lance bien le show. Suivant, nous avons eu Zelina Vega qui affronte Io Sky. Un match féminin pareil, tout à fait sympathique, qui build un peu le match féminin de Money in the Bank où les 2 lutteuses vont être compétitrices. Lors du Money in the Bank, Zelina Vega est la face, Io Sky la heel. Et l'histoire du match, c'est que Bayley, en essayant d'aider Io Sky, va en fait lui coûter la victoire parce qu'elle va trop la perturber. Du coup, l'arbitre ne va pas faire le tomber alors que Io Sky avait le match en main. Clairement, on prépare
une rupture d'amitié entre Io Sky et Bailey. Io Sky va s'envoyer de ses propres ailes et sûrement faire un face turn au fur et à mesure de sa carrière. Cette friction, cette tension, ce cassage d'amitié va sûrement se faire lors du match Money in the Bank où les deux vont devoir s'affronter. Bref, un match tout à fait honorable, correct, sans plus, qui a le mérite de faire avancer l'histoire. Suivant, et là c'est plus intéressant, nous avons, alors je sais plus comment ça s'appelle, le Whaler Effect. Vous savez, on a Grayson Waller, là, le mec d'NXT qui est venu dans le main roster et qui ne fait que faire son talk show, qui n'a jamais catché. C'est déjà une blague et le mec il est déjà enterré, on va pas se mentir, hein, il est déjà fini dans le roster parce que ce segment aurait très bien pu exister sans sa présence. Mais enfin, il fait une interview à Charlotte Flair qui va devoir confronter Asuka, pareil, dans 2 semaines à Londres. Charlotte Flair, elle est contente, c'est une babyface, etc. etc. Les fans ne la soutiennent pas tant que ça parce que ça reste Charlotte Flair, mais elle n'est pas huée. Les gens lui font ces wouh comme ça, ils sont contents de la voir. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est Bianca Belair qui va venir. Et vous savez quoi, j'ai beaucoup aimé cette confrontation parce que, déjà d'une, je trouve que Bianca Belair est bien plus en adéquation avec ce type de promo que par rapport à toutes les promos qu'elle avait fait lors de sa période de championne. Là, on a affaire à une Bianca Belair qui est un peu énervée, qui est complètement jalouse parce qu'elle en veut à Charlotte Flair d'à peine arriver et de prendre le spot d'un match championnat alors que Bianca n'a jamais eu son rematch après cette défaite face à Asuka. On peut soulever le point, c'est un point honorable, c'est vrai que Bianca Belair a raison d'avoir les boules, mais on a là une Bianca Belair qui rouspète, qui est jalouse. Et ce sont des petits traits de personnalité assez malins qui peuvent très facilement faire switcher un babyface à un heel. Et la Bianca Belair un peu jalouse et un peu envieuse de Charlotte Flair fonctionnait très bien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé que Bianca Belair avait fait une bonne promo. Une promo logique et une promo où je la croyais. Je croyais ses émotions. Et Charlotte Flair en face d'elle a très bien répondu sans problème. Elle a fait, mais tu sais Bianca, moi j'ai perdu face à Arya et j'ai pas eu de rematch. Est-ce que je suis là à chouiner en fait? Non en fait. Donc je vois pas le rapport, on est à match égal en fait. Et c'est bien, c'est très très bien parce que on va avoir du coup Charlotte Flair contre Asuka à Londres et Bianca Belair va affronter la gagnante de ce match. Je pense que vu qu'on est à WWE, il va y avoir un draw lors du match championnat et qu'on va avoir un triple threat Bianca Belair, Charlotte Flair, Asuka. C'est un peu dommage, c'est pas comme ça que je le bookerais. Dans le meilleur des mondes, moi ce que je ferais, c'est Charlotte Flair enlève ce titre à Asuka parce que c'est une catastrophe Asuka en tant que championne. Et on a Bianca Belair et Charlotte dans un long programme de 2 à 3 mois. Là c'est bingo, là c'est argent. C'est argent qui est lancé, évidemment. Avec au fur et à mesure une Bianca Belair qui devient de plus en plus heel. Là ce serait fantastique comme confrontation. Et pourquoi pas une Bianca Belair qui reprend le titre à Charlotte, mais cette fois-ci en tant que heel et donc une championne heel. Et là, là il y a programme, mais non, ils vont faire un triple threat. Asuka va peut-être conserver, parce qu'on va peut-être avoir Io Sky avec la Money in the Bank contre Asuka. Je trouve ça moins juteux, si vous voulez mon avis. Mais pour l'instant, en ce qui concerne cette confrontation, Bianca Belair et Charlotte, j'ai trouvé très très bonne et qui annonce de très bonnes choses pour le futur de Bianca Belair en particulier. Suivant la petite rivalité de la télé, de transition, de filler un petit peu, Karrion Kross et Scarlett affrontent Michin et AJ Styles. Un mix tag team match sympathique sans plus, assez court. Il y a un seul truc que j'ai relevé, c'est que les hommes n'ont pas le droit de frapper les femmes là-dessus. Il n'y a pas de problème, une fois que le tag est fait, une fois qu'une femme fait le tag à un homme, l'autre femme adverse doit se quitter ring et l'homme adverse doit rentrer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc évidemment, si un homme tape une femme, il y a disqualification. Par contre, quand la femme, Michin, attaque l'homme, Michin attaque à plusieurs reprises Karrion Kross. Alors c'est cool, il n'y a pas de problème, mais c'est autorisé. Alors, dans ma tête, je me dis... Enfin non, pas évidemment. Enfin, c'est bien sûr que les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Et que du coup, je comprends ce système, mais pour pas créer de problème, juste faites en sorte que les femmes n'attaquent pas les hommes, si c'est dans les règles du... Du coup, c'est-à-dire que dans les règles du match mixed tag team, il est stipulé que les femmes ont le droit de frapper les hommes sans se faire disqualifier. Alors que les hommes, ils lèvent la main sur les femmes, j'imagine que c'est disqualification directe. J'imagine, hein, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, comment fonctionne la charte, mais au bout d'un moment, il faudra répondre aux questions, parce que là, ça confronte ma logique. Bref, Michin et AJ
perdre face à Karrion et Scarlett, puisque alors que AJ pulvérise Karrion Kross, genre vraiment Karrion Kross peut rien faire, il le commence avec son combo, il lui place même son Style Clash en tout début de match. Malheureusement, Scarlett va attaquer Michin et va va distraire AJ Styles. Elle va commencer à le draguer, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Elle va commencer à draguer AJ Styles. AJ va enlever son gant, va lui montrer son alliance. Elle va lui faire: je suis marié, salope. Ça, c'était délicieux. Mais du coup, Karrion Kross va se relever, faire son slipper sur AJ Styles et remporter le match. Voilà, pareil, ça fait avancer la petite rivalité de transition. C'est au même titre que la rivalité Shinsuke Nakamura contre, comment il s'appelle, Bronson Reed. Au même titre que ça, c'est la petite rivalité de télé de transition, un peu filler, qui est tout à fait sympathique et honorable. Suivant, alors là, on a eu en ce moment ce qui est peut-être un de mes catcheurs préférés, dans mon top 10 catcheurs préférés du moment. Je veux dire, on a LA Knight. On a LA Knight qui affronte Santos Escobar. À chaque fois, chaque semaine, quand LA Knight apparaît, quand sa musique retentit, je pop, j'ai la banane, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Le mec est over. La foule lui répond. Et alors que le segment commence avec un Rey Mysterio, voilà, grosse légende, le famer qui introduit Santos Escobar pour faire une promo babyface en mode: je vais gagner le Money in the Bank pour ma famille, pour etc. etc. Bref, on a LA Knight qui le coupe en disant: ta gueule, et qui pousse Rey Mysterio. Et ensuite, on a un match LA Knight contre Santos Escobar où LA Knight va faire que des prises de full heel, Santos que des prises de full face. On va avoir même un Santos Escobar qui va gagner avec un roll-up sur LA Knight de manière assez minable. LA Knight paraît extrêmement diminué. Et après, on a un LA Knight qui attaque Santos Escobar après le match. Je veux dire, ils font tout en ce moment, ce qui est en leur pouvoir, pour que les gens ne popent pas avec LA Knight. Pour que LA Knight soit un pur heel qui soit détesté. Mais ce n'est pas possible. Le mec est over. À chaque fois, on est dans une position hyper étrange où la foule encourage LA Knight face à son adversaire qui est un babyface. Quand le babyface fait des comebacks, à la limite, la foule le hue. Et la WWE continue de booker LA Knight comme essaie de le diminuer en mode: le mec perd avec des roll-ups contre des pauvres gars, genre de la sous-mid-card comme Santos Escobar. Il fait des post-match assaults. Enfin, c'est. Putain, j'ai vraiment de plus en plus l'impression qu'ils sont en train d'essayer d'enterrer LA Knight. Du moins de forcer ce qu'ils veulent faire de lui. Au bout d'un moment, il va falloir s'adapter. Je dis pas qu'il faut le tourner face LA Knight. Je dis qu'il faut rester sur cette lancée de un peu dans le style de Rhea Ripley. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un heel, il est over comme pas possible. Oui, c'est un méchant, mais faut pas le diminuer pour autant. Ou même peut-être que dans un autre genre que Roman Reigns, en enlevant le côté dominateur de Roman Reigns. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un heel qui est aimé des gens, mais sans jamais enlever le fait que ce soit un heel. Et là, malheureusement, il le diminue un peu trop. J'ai l'impression qu'il essaie d'enlever un peu sa hype, que les gens se désintéressent de lui pour ensuite pouvoir le huer. Les gars, LA Knight, il est over et LA Knight va remporter cette putain de mallette. C'est sûr et certain. Si LA Knight remporte pas la mallette, franchement, la WWE, vous êtes des fils de pute. Vraiment. Alors là, s'il remporte pas la mallette, Vince est de nouveau pouvoir. Je vois pas d'autres explications. C'est le seul qui peut gagner la mallette à ce moment-là. L'autre prétendant serait à la limite Damien Priest, mais... Non, il y a LA Knight, putain, c'est pour LA, c'est son année là, c'est son année. Il va être délicieux que la mallette LA Knight, il va être délicieux. Et c'est l'heure de notre feuilleton favori, c'est le main event, et c'est la suite c'est la suite des feux de l'amour, quoi. C'est la Bloodline, c'est Roman Reigns, l'entrée du champion. Et du coup, le main event, c'est la décision de Jey Uso. Est-il avec la Bloodline ou est-il contre la Bloodline? Jey Uso doit faire un choix. Et... quel segment comme d'hab. Jey Uso est revenu. Jey Uso, ah là là, je l'ai retrouvé enfin. Le Jey Uso avec plein d'émotions, avec son jeu d'acteur et sa belle promo et son conflit interne. Oh, sa confrontation face à Roman Reigns était bonne. Roman Reigns lui redit: écoute Jey, je te redis la chose. Toi, tu es bienvenu dans la Bloodline. Dis-moi ton avis. À terme, plus tard, tu seras le chef tribal. Et quand tu seras le chef tribal, tu choisiras toi-même ton wise man. Moi, je ne virerai pas Paul Heyman, mon wise man, puisque c'est le mien, parce que je suis encore le chef tribal. C'est moi le chef tribal à l'heure actuelle, mais bientôt sera ton tour. Juste pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, tu dois rester aux ordres, mais à terme, tu seras le chef tribal. On a Solo Sikoa qui écoute la conversation, pareil, il a l'air toujours aussi énervé.
On a Paul Heyman derrière qui est sublime. Enfin, les expressions de Paul Heyman, il est... Oh là là, ok. Il me fait rêver, Paul Heyman. Putain, le jour où il va prendre sa retraite, qu'il va arrêter de faire des promos, ça va être une grosse perte pour la WWE parce que ce mec est légendaire, quoi. Paul Heyman, mais quel talent, quel talent, quel talent. Et on a un Jey Uso, du coup, qui commence sa promo, mais là, il y a son frère Jimmy qui va arriver, qui va dire... Jey, te fais pas avoir, tu crois vraiment ce qu'il est en train de te dire, Roman, tu crois vraiment ce qu'il est en train de te dire, moi je suis ton frère, etc. etc. Bref, et là Paul Heyman va prendre le dessus et va dire à Jey Uso une information un peu importante, va dire à Jey Uso, tu sais qu'au tout début de la Bloodline, quand tu étais main event, Jey Uso, etc., etc., que Roman Reigns veut que tu sois son bras droit armé, tu sais qui s'est opposé la première fois à ça, c'est Jimmy. Et là Jey est choqué. Jey regarde son frère Jimmy, il lui fait c'est vrai ça? C'est vrai, tu t'es opposé à ça? Tu t'es opposé à ça? Et Jimmy, il ne dit rien, il finit par dire oui, c'est vrai. Et là, Jey Uso, il pète un câble, il est énervé, il fait putain, mais c'est pas vrai. Il est déçu de son frère, ça se voit dans son jeu d'acteur. Roman derrière, il jubile, il rigole. C'est incroyable comme segment. La foule sait pas trop comment réagir, elle est en mode merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Jey Uso sort la phrase tu sais quoi, Jimmy? Eh bah, t'es out, tu dégages. Et moi aussi je dégage. Et là il se retourne et un énorme super kick sur Roman Reigns qui le voit à la perfection. Paul Heyman il est choqué. Solo Sikoa il est choqué. Jimmy Uso il est choqué. Jey Uso il sait pas ce qu'il a fait. Il vient de faire son super kick, il a pris sa décision, il rejoint son frère. Solo Sikoa d'un coup il a pas le choix, il doit attaquer ses frères. Et tu sens la panique dans ce qui se passe. Les Uso ont pas le choix, ils font un double super kick à Solo Sikoa. Paul Heyman prend la fuite. Roman Reigns, il est fou de rage, il se tient la mâchoire, on sent qu'il va les démarrer, il se relève, il commence à hurler, il fonce vers les Usos double super kick sur Roman, énorme pop de la foule, et je pense qu'il n'avait plus beaucoup de temps parce que directement, il a les bras au ciel, et c'est la fin du show. Quelle finale explosive. J'ai popé comme pas possible. J'ai popé comme j'avais popé à l'époque quand Sami Zayn avait enfin attribué le coup de chaise à Roman Reigns. Comme j'ai popé quand Jimmy Uso a fait le super kick à Roman Reigns. C'est trop bien, cette histoire est trop bien, c'est génial, putain, c'est génial. Le seul défaut de la Bloodline, c'est que ça avait trop traîné post-WrestleMania, de WrestleMania jusqu'à Backlash, pardon, ça avait un petit peu trop traîné, on avait un mois de flottement, il se passait pas grand-chose, mais depuis ça a repris de plus belle et c'est si excitant, c'est le feuilleton. Le main event n'est pas un match à SmackDown, c'est la suite du feuilleton parce que c'est ce qui fait popper le plus les gens, parce que c'est trop bien, je sais pas quoi dire de nouveau. Et ils ont fait la bonne décision parce que il y avait un débat entre qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que les Usos resteront une équipe à vie ou est-ce qu'on essaie de les splitter et d'en élever un en particulier pour qu'on l'élève en tant que star? Mais Roman Reigns a soulevé ce point qui est vrai, a soulevé le point de tu ne peux pas être le chef tribal tant que tu es un cousin, tant que vous êtes deux. C'est pas possible. Et c'est vrai. Et ça marche pareil pour le catch. Tu peux pas être une star, tu peux pas être unique, une star solo, si tu as un frère jumeau. Tu peux pas avoir Jey Uso la star en solo et Jimmy Uso le mid-carder en solo. Ça ne marche pas. Les deux ont le même visage, les deux ont le même style, les deux ont la même promo, le même style de promo. Et donc, même s'il y avait débat que Jey Uso avait beaucoup de potentiel, malheureusement pour lui, au vu de son état et au vu de l'état du fait qu'il est en équipe, que c'est un jumeau de Jimmy Uso, il ne pourra jamais être un main eventer. C'est pas possible. Et ils ont fait la bonne chose, ils sont toujours en équipe, ils ont re-switché face, la foule les adore, c'est eux qui ont le momentum à l'heure actuelle. On va sûrement avoir un tag team, les Usos contre Roman et Solo, j'imagine ça va arriver. Ça va être hyper excitant. Bref, un main event hyper cool, un épisode de SmackDown plutôt bien, avec un bon opener, un très bon main event. On a eu du LA Knight et le reste était tout à fait honorable. Un épisode correct avec un bon final, pour faire simple. C'est tout, c'était Kozak. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. Et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.